Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui vous êtes sûrement en train de vous demander ce que je suis en train de faire avec tous ces disques durs, ces 8 disques durs pour être précis, et avec cette espèce de boîtier tout vieux, complètement passé de mode et compagnie, ainsi que cette alimentation toute pourrie et rafistolée de partout n'importe comment. Eh bien en fin de compte, l'idée c'est tout bêtement de prendre des vieilles pièces toutes pourries qu'il y a chez moi, et non pas d'en faire un PC qui marche, c'est pas le but est faire bien entendu un PC qui marche, mais attention, j'ai un but beaucoup plus intéressant que ça. Nous allons créer un monstre ici. Ce que nous allons faire en fait, c'est que nous allons tester le bon fonctionnement de cette chose-là. Cette chose-là, c'est une sorte de rack, alors des racks Serialata, hein, pas IDE Parallelata, hein, bien entendu, donc des racks Serialata qui se mettent dans 2 B pour lecteur CD, en fin de compte, à la place, et on peut en mettre 3 du coup, donc c'est assez économique, parce que habituellement, avec les adaptateurs classiques, on peut en mettre qu'un par B pour lecteur CD. Là, bon, c'est assez, etc., etc. Alors, le truc, c'est que ça, c'est un truc que l'on m'a donné, je ne sais pas s'il marche, il aura peut-être besoin d'être réparé, je n'en sais rien, on va voir ça tout de suite. Un autre problème aussi, c'est que je sais pas si c'est silencieux, je sais pas à quel point c'est silencieux, ou peut-être que c'est bruyant à mort, ou j'en sais rien. En fait, ce que je veux faire, c'est tout simplement l'essayer pour voir s'il convient à une utilisation dans mon NAS, c'est-à-dire en fait si je le mets à l'intérieur de mon PC de stockage, etc., qui est allumé en permanence et qui donc se doit d'être extrêmement silencieux, eh bien je me dois de pas mettre des trucs avec une ventilation bruyante et tout ça. Alors on va tester ce truc, on va donc en profiter aussi pour faire un deuxième test, étant donné que ce truc là prend 3 disques durs et qu'il faut que je le teste en entier, c'est-à-dire que je teste les 3 B, on sait jamais, peut-être que c'est juste une des B qui marche pas, ou alors peut-être que tout marche, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette chose-là, on va le remplir de disques durs. On va aussi remplir ce PC de disques durs, 8 disques durs en entier, en tout, hein, en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, 8 disques durs. Alors le truc avec les 8 disques durs, en fait, c'est que ça correspond aux 8 ports, enfin 7 ports Serialata plus le port Parallelata qu'il y a sur la carte mère que je vais mettre là-dedans. Donc en fin de compte, l'idée, ce sera tout bêtement de mettre un disque dur sur chaque port de cette carte mère, et de voir si en RAID 0 sous Linux, parce que sous Windows c'est pas possible de faire un RAID 0 avec autant de disques durs a priori, donc en RAID 0 sous Linux, voir si les performances de tous ces disques durs qui sont des disques durs de chiottes, c'est-à-dire des disques durs qui ont un débit genre 30 MO par seconde ou des trucs comme ça, si en les combinant tous ensemble, on arrive à obtenir une capacité convenable et aussi une vitesse convenable, parce que ces disques durs, pour information, la plupart c'est ou les tout premiers Serialata, il y en a un de 40 gigaoctets en Serialata, un de 40 gigaoctets en Parallelata, hop, vieux. Ensuite, nous avons 2 de 80 gigaoctets Maxtor et Seagate, voilà, des vieux Serialata là avec. Et ensuite, nous avons plein de petits 2,5 pouces qui viennent en fait de PlayStation 3. C'est des 40 gigaoctets et un 60 gigaoctets qui viennent donc de PlayStation 3, etc. On sait pas comment faire parce que ça contient absolument rien du tout. Donc bah voilà, on va les recycler de cette manière-là et on va voir ce que ça donne. Alors je m'attends pas à des miracles bien entendu parce qu'il y aura très certainement ce qu'on appelle un bottleneck. En français ça donne quoi? Attends, c'est quoi déjà? Un goulot d'étranglement, c'est-à-dire il y aura très certainement quelque chose qui va limiter le débit maximum quelque part. Je sais pas exactement quoi, disons peut-être une interconnexion quelque part ou je ne sais pas quoi, mais en gros au maximum de ce que l'on pourrait obtenir avec ces 8 disques durs, ce serait un truc du style 200 à 240 MO par seconde maximum, ce qui serait pas mal parce que ça serait plus qu'un disque dur 3,5 pouces classique, ça serait à peu près équivalent en fait à 2 disques durs en RAID 0 3,5 pouces actuels. Un peu moins, hein, bien entendu, donc ça serait tout à fait convenable, mais très franchement, voilà, comme je le dis, il doit y avoir très certainement quelque chose qui va bloquer quelque part, où les latences vont être tellement pourries que peu importe si on augmente le débit, ça changera rien, mais bon voilà, c'est une petite expérience que j'ai envie de faire, on va voir du coup si ça marche. Donc on va commencer par mettre la carte mère dedans, bien sûr. Alors je vous le dis tout de suite, c'est la seule pièce à peu près convenable qu'il va y avoir dans cet ordinateur. C'est cette carte mère. Bon, son seul défaut en fait, c'est qu'elle a un canal mémoire qui ne marche plus. C'est pour ça que j'ai mis 2 barrettes de RAM à cet endroit-là, parce que sinon ça serait stupide, parce que ça empêcherait le dual channel de fonctionner. Pour faire fonctionner le dual channel, il faut mettre 2 barrettes de RAM dans un port de même couleur, c'est-à-dire ou les 2 ports bleus ou les 2 ports noirs. En l'occurrence, je l'ai mis dans un port noir et un port bleu, donc en gros j'ai perdu le dual channel en faisant ça. Mais voilà, enfin
fin de compte, le truc c'est que tout ce canal-là ne fonctionne plus en fait à cause du fait qu'il manque des broches dans le socket de cette carte mère. Et le processeur lui-même, c'est un Core i5 dual-core socket 1156 à l'époque où en fait Core i5 voulait dire dual-core et non pas quad-core. Et donc voilà tout. Ensuite je mettrai une carte graphique qui me passe sous la main et on va tester tout ça. Et voilà, j'ai fait tout ce qui est disque dur interne sans le rack. Alors oui, comme vous le voyez, c'est horrible. Et oui, c'est normal, avec tous ces câbles, c'est du grand n'importe quoi. Et bien entendu, on n'est pas là pour faire du propre, on est là pour faire une expérimentation. Donc on va pas s'embêter à faire ça plus propre que ça, même si c'est vrai que c'est n'importe quoi, surtout avec ce câble IDE de 3 km de long. Alors l'espèce de rack là qui est pas de la bonne taille, là, vous l'avez peut-être vu dans des précédentes vidéos, le rack, vous savez, qui est fait pour... je sais pas ce que c'est en fait, c'est un truc qui est de taille à peu près 4 pouces, et pas 3,5 pouces comme un disque dur classique, où dedans on met des disques durs 2,5 pouces. Alors on peut en mettre deux, donc je l'ai mis là-dedans, je l'ai fixé que par un côté, donc c'est pas terrible, hein, c'est juste pour la blague, hein, c'est vraiment l'ordi bidouille, hein, pour information, là en ce moment, là c'est du grand n'importe quoi. J'ai aussi mis un disque dur IDE dans un port disquette pour pas qu'il dépasse vers la carte mère, pour que ce soit plus facile de pouvoir brancher tout ça. Donc bon, comme je le disais, il y a pas de cable management, mais il y a quand même un minimum de réflexion qui a été obligatoire pour réussir à brancher tout ça, parce que sinon il y a des câbles qui seraient trop courts, il y a cette nappe IDE qui gênerait dans tous les sens, donc je lui ai fait faire tout le tour. Enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, alors cette espèce de rack machin chose, en réalité, quelqu'un m'a dit à quoi il sert. Il vient d'un boîtier Lianli, je crois que ça se prononce comme ça, parce que je l'ai vu que écrit ça. C'est un type de c'est un boîtier de cette marque-là, quoi, qui visiblement a besoin qu'on mette les disques durs à l'intérieur d'un petit machin et qu'on visse le truc ensuite. Donc oui, c'est normal que ce soit pas standard en fait, c'est juste complètement bidouillé. Donc maintenant il reste plus qu'à mettre le rack là-dedans. Alors l'ensemble de rack maintenant est rempli de disques durs, 3 disques durs qui sont là-dedans. Alors si vous voyez pas comment ça s'ouvre, en fait on appuie sur ce petit bouton ici, hop, on tourne le truc, ça le débranche, et ensuite on tire dessus, si on y arrive, voilà, et on sort le disque dur là-dedans. Alors le plus dur de tout l'assemblage de l'ordinateur, pas forcément le plus dur, mais en tout cas le plus long de tout l'assemblage, ça a été de trouver des vis suffisamment fines pour pouvoir visser le disque dur dedans, sans que ça bloque lors du moment où on coulisse le truc en fait. Et c'est vraiment, enfin franchement, c'est casse-pied. Alors c'est juste, mince, j'ai pas été jusqu'au bout, donc hop, il faut appuyer dessus, voilà, et ensuite, purée, c'est pas facile, et ensuite clic, voilà. Donc oui, c'est pas forcément optimal, hein, c'est pas un truc de vrai serveur ou des trucs comme ça. Alors après l'assemblage de tout ça, je me suis dit, putain c'est dommage que ces vis toutes plates là soient pas le bon type. Par rapport, en fait, c'est des types vis pour lecteur CD et pas des types vis pour disque dur qu'il y a là. C'est dommage parce que ça aurait pu faire une petite réserve de vis pour visser les disques durs, mais en fait non, parce que elles sont plates comme il faut. Donc bon, voilà. Hein, visiblement, le constructeur a fait des réserves de vis plates pour l'intégralité du truc. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que l'ancien propriétaire m'a directement mis des câbles IDE serial attach, je veux dire, dedans, et me les a carrément numérotés, etc., me les a liassés et tout, c'est super bien. Donc j'ai gardé ça comme ça, et puis je vais le mettre direct dedans. Et bien voilà, l'assemblage est terminé, il n'y a plus qu'à tester cette chose qui pèse 1,5 tonne et de voir si ça marche, hein, parce que franchement je sais pas du tout. En tout cas, oui, et puis si ça marche ensuite, de voir les performances que ça donne en RAID 0. Bon, pas grand chose, alors j'ai pris la première carte graphique qui me passait sous la main, hein, un truc banal, de toute façon on n'est pas là pour faire des benchmarks graphiques, hein, on est juste là pour voir le débit et les latences, et aussi le temps de boot à la limite, hein, du système d'exploitation avec cette configuration, pour voir si ça améliore les choses en termes de fonctionnement en fait, hein, tout bêtement. Allez hop, c'est parti pour voir si ça fonctionne. Alors le micro est pas vraiment fait pour capter ce genre de son, et on va dire relativement loin, parce que je l'ai pas mis non plus dans l'ordinateur. Donc bon on va voir ce que ça donne, hein. Allez hop, j'appuie.
Bon, bien entendu, comme tout ne peut pas fonctionner parfaitement bien du premier coup, eh bien, il y avait un faux contact au niveau de la carte graphique et de la carte mère. Donc, après l'avoir enlevé, avoir nettoyé un petit peu et de l'avoir remis, eh bien, là, ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant, voyons voir si tous les disques durs sont détectés, en fait, parce que c'est surtout ça notre but. Alors, de toute évidence, les 6 qui sont branchés directement à la carte mère sont détectés parfaitement bien. Et les 2 qui sont branchés visiblement au contrôleur annexe fonctionnent eux aussi tout à fait parfaitement bien. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'avais testé les disques durs avant, hein, bien entendu, donc ce sont pas des disques durs dont je n'étais pas sûr s'ils fonctionnaient ou non. Donc je sais que tout a l'air de fonctionner. La IC-Box, est-ce qu'elle ventile ? Elle ventile et elle fait pas beaucoup de bruit, donc c'est parfait. Maintenant, il va falloir installer un système d'exploitation dessus et vérifier la température des disques durs dans la IC-Box pour voir, c'est-à-dire le rack, pour voir si c'est bien refroidi, etc. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à une prochaine étape, en fait. On va installer en RAID 0 Ubuntu, ou Debian, c'est pareil, mais on va installer Ubuntu avec l'installeur NetInst, c'est-à-dire l'installeur qui contient juste un truc de boot, etc. Et tout le reste va se télécharger sur Internet, c'est pour ça NetInst, comme Network Installation. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça ? Oui, voilà, donc en utilisant ce truc-là, c'est exactement le même installeur, que ce soit Debian ou Ubuntu, de toute façon. Donc vous allez voir comment ça fonctionne, et ça permet de configurer un RAID lors de l'installation. Un RAID, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est utiliser plusieurs disques durs comme si c'était un seul disque dur, parce que depuis le début de la vidéo, je prends pour acquis que vous savez à peu près ce que c'est. Alors c'est écrit RAID pour information, le tout en majuscule, c'est une abréviation, même si en fin de compte on ne sait pas exactement si ça a été prévu comme étant une abréviation au départ. Alors je tiens à préciser un truc, c'est que pour l'instant l'ordinateur consomme avec tous les disques durs allumés, le processeur et compagnie, sans les trucs d'économie d'énergie du processeur, mais pas en burn non plus, il consomme 145 watts, ce qui est tout à fait convenable parce que l'ordinateur sans aucun disque dur consomme à peu près 105 watts, donc au final ça veut dire que nous n'avons pas vraiment beaucoup de consommation à cause des disques durs et des ventilateurs supplémentaires. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est que cette chose-là a été mesurée avec une alimentation avec un meilleur rendement. Donc au final, nous avons a priori 30 watts de disque dur à peine. Donc c'est pas grand-chose. Ça consomme pas grand-chose en fait un disque dur. Donc n'hésitez pas à blinder votre ordinateur de disque dur, vous n'allez pas vraiment augmenter votre consommation. Vous savez, il y a un truc que je trouve assez impressionnant avec cette machine, c'est qu'au final, elle fait pas beaucoup plus de bruit qu'une machine avec qu'un seul disque dur. C'est même pas une blague, hein, au final, hein, franchement. Et moi, j'aime pas tellement quand un ordinateur fait beaucoup de bruit. Oh, je suis pas le genre de partisan, vous savez, du silencieux. Vous savez, genre, il y a pas un son. Non, ça je m'en fous complètement. Mais par contre, j'aime bien quand même quand c'est silencieux, quoi. Et cet ordinateur, il pose pas de problème. Donc après avoir mis sur une clé USB ou après avoir gravé sur un CD, si on a encore un serial ATA pour pouvoir brancher un lecteur CD, donc moi c'est une clé USB. Donc oui, après avoir mis sur une clé USB l'ISO qui s'appelle mini.iso, qui fait que 40 mégaoctets, qui permet d'installer via le réseau. Alors faut brancher avec un câble Ethernet l'ordinateur au réseau, bien entendu, hein. Et donc voilà, nous sommes sur le petit menu que nous a mis Uned Bootine quand j'en ai fait un USB en fait. Donc je clique sur installer, installe plutôt, oui, bon, comme vous voulez. Je filme ma télé, hein, bien entendu, donc désolé pour voilà quoi, le niveau de filmatographie, je sais pas comment on peut appeler ça quand c'est pas du cinéma, donc voilà, qui est un peu pourri. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, d'accord. J'ai dû choisir un petit peu trop vite, parce que là j'utilise un petit clavier sans fil qui déconne. J'ai dû choisir un petit peu trop vite le fait de, en gros, de choisir manuellement le type de clavier. Alors que normalement il y a un système d'autodétection, il suffit d'appuyer sur quelques touches et ça détecte automatiquement quel clavier vous avez. Donc voilà, là c'est en train de détecter ma connexion réseau, hein. C'est très simple, hein. Il faut utiliser les flèches du clavier pour se déplacer dedans, et espace pour valider, et tab pour passer d'un menu à l'autre. Donc je vais vous dire les touches que je fais. Là je fais juste entrée parce que Ubuntu ça me va comme nom, je m'en fous. Donc je fais bas pour choisir continuer et je fais entrée.
Ensuite, je fais valider, je fais encore entrer parce que France, ça me va. Voilà, ça me va aussi. Un serveur mandataire, c'est quand vous avez un proxy, donc on s'en fout, on n'en a pas besoin. Hop, quand vous êtes chez vous, vous n'en avez pas besoin logiquement. Hein. Donc, et ça serait étonnant que vous installiez ça au boulot. Donc voilà, c'est parti pour récupérer l'installeur sur Internet, parce que là, ça contient juste de quoi booter le truc et télécharger le reste. En fait, c'est pour ça que c'est une ISO aussi petite. Ensuite, ça va télécharger l'intégralité sur Internet via les serveurs, le serveur qu'on a choisi juste avant. Alors maintenant, on va donner un nom à l'utilisateur principal de l'ordinateur. Donc voilà, je vais être très imaginatif. Donc je fais entrer, puis ensuite le mot de passe. On va mettre un mot de passe à la con. Voilà, hop. Alors il nous dit que le mot de passe est pourri, donc là je dis oui. Je vais utiliser ce mot de passe quand même. Ensuite, chiffrer le dossier personnel. Alors je vous déconseille de le faire parce que si vous avez un problème, vous pouvez pas récupérer vos fichiers. C'est génial. Donc je vous conseille plutôt de chiffrer vos fichiers fichier par fichier si vous avez besoin de faire ça un jour. Genre par exemple vous faites un fichier 7zip ou peu importe avec un mot de passe dessus. Logiquement c'est toujours mieux que de faire comme ça. Ou alors tout simplement faites en sorte qu'il n'y ait personne d'imprudent qui passe derrière vous et qui aille fouiller dans vos fichiers ou ce genre de truc. Mais bon, à la limite cette fonction existe si vous... si vous avez vraiment besoin de chiffrer vos données, et il n'y a que avec ce CD d'installation spécial que vous pouvez chiffrer vos données à l'installation. Donc on va faire non. Donc on choisit comme d'habitude avec les flèches et on utilise entrée pour confirmer. La zone horaire, le fuseau horaire, hop, c'est fait. Donc voilà, maintenant c'est parti pour détecter mes différents périphériques. Ça ouvre l'outil de partitionnement donc, qui va détecter d'abord quel disque dur on a, donc on en a une tonne comme vous le savez. Donc voilà tous les disques durs logiquement que je peux avoir. On va cliquer sur manuel et nous avons plein de disques durs. Et nous allons tout bêtement créer des partitions en fait sur chacun des disques durs. Alors n'oubliez pas que ceci est la clé USB, SDA, comme vous pouvez le constater. Si vous faites ça à partir d'un CD, logiquement il n'est pas listé dedans, donc faites pas n'importe quoi avec la clé USB. Donc voilà, un NTFS, donc non. On va faire ceci, on va faire utiliser comme volume RAID, hop. Et on est parti pour faire ça un par un pour chacun des trucs. Donc fin du paramétrage de cette partition. Donc là on va faire une table de partition sur ce disque dur parce qu'il n'en a pas. Donc faut-il créer une table de partition? Oui. Ça veut dire que le disque dur est vierge complètement. Il n'a même pas de secteur MBR, c'est-à-dire la liste des partitions. Ça c'est ce qui s'est passé quand on a mis à zéro un disque dur complètement ou quand on vient juste de l'acheter. Donc hop, espace vide. On va créer une nouvelle partition, on va lui mettre 40 gigaoctets, parce qu'on va faire que des partitions de 40 gigaoctets. Hop, primaire, début. Alors hop, on va choisir volume physique RAID, fin, voilà. Et on va faire comme ça pour chacun des disques. Je vous retrouve juste après. Et voilà, c'est fini. Alors on va compter nos disques durs. Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, ils sont tous là, c'est parfait. Alors maintenant on va cliquer sur configurer le RAID avec gestion logicielle, traduit de manière presque trop classe. Donc ensuite faut-il appliquer les changements au disque et configurer le RAID? Oui. Donc c'est parti pour appliquer les changements de table de partition et compagnie que je viens juste de faire. Créer un périphérique multidisque, c'est ça. Donc on va choisir un RAID 0. On va choisir toutes nos partitions de 40 gigaoctets. Donc avec espace pour choisir. Donc hop, 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 hop. Vous voyez qu'ils font pas tous exactement la même taille parce que ils sont alignés sur les secteurs pour que ça donne les meilleures performances des disques durs possibles. C'est pas grave, ça va tous les réduire à la même taille, la taille de la plus petite. Donc il n'y a pas de souci. Donc hop, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors regardez bien comment c'est foutu. Vous avez /dev/sda/sdb/sdc.
Alors, SDA, SDB, SDC, etc., en fait, c'est le nom du disque dur, en fin de compte. C'est, voilà, c'est le nom, enfin, pas le nom, enfin, c'est dans l'ordre où ça a été détecté par le BIOS, de toute façon, donc ça peut changer. Mais en gros, chaque lettre correspond à un disque dur différent. Par contre, le chiffre qu'il y a après, genre SDB1, SDC1, ça veut dire première partition de tel disque dur. Alors SDA, encore une fois, on voit ça aux 8 gigaoctets et au fait que ce soit en FAT32, c'est la clé USB, donc oublions ça, on va pas y toucher. On fait Tab, on fait Entrée pour faire continuer, tac, et maintenant c'est parti pour me configurer mon RAID. Je fais Terminer, ici, hop, analyse des disques, machin chose, ça reprend le truc du début, tac tac tac, voilà, et logiquement là j'ai périphérique RAID numéro 0, et vous avez une grosse partition qui en fait est l'agrégation de toutes les petites partitions de 40 gigaoctets que j'ai pris les unes derrière les autres. Donc on choisit cette partition là, tac, on va la choisir si mon truc veut bien coopérer. Voilà, on fait en utiliser, on fait en ext4, point de montage ce sera slash, voilà. Ensuite fin du paramétrage, donc slash ça veut dire en gros c'est là où on installe. Ensuite fin du paramétrage, voilà. Et maintenant, on va faire quelques partitions supplémentaires rigolotes. Donc, on va le mettre dans celui-là. On va mettre une partition de 8 gigaoctets, on va dire. Voilà, 8 gigaoctets, ça devrait le faire. Donc, 8 gigaoctets qu'on va mettre en primaire à l'avec. C'est toujours mieux en primaire, sauf qu'on a le droit qu'en faire que 4 par disque dur en primaire, donc il faut que la quatrième partition soit une partition logique. Bon, ça vous comprendrez si voilà. Donc on va le mettre aussi en ext4, celle-là on va la mettre en /boot, ça permet de faire en sorte que ça boot plus facilement, ou de faire en sorte que s'il y a certaines prises serial ATA qui sont capables de booter et d'autres qui sont pas capables de booter, eh bien on met cette partition-là sur /boot, donc on met cette partition-là sur un des disques qui est sur une des prises qui permettent de booter, et ça permet d'outrepasser le fait qu'on ait plusieurs contrôleurs serial ATA, par exemple, un qui permet de booter et un qui permet pas de booter, par exemple, si on en a mis une carte en PCI Express ou en PCI tout court. Donc fin du paramétrage de cette partition, tac, voilà. Et maintenant on va prendre un autre disque, voilà, on va prendre bon, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on en a un autre de 60? Non, on n'en a pas d'autre. Bon, on va en prendre un de 80, attendez que je réfléchisse, parce que on peut reprendre les petits bouts qui restent dans les disques durs qui font pas 40 gigaoctets pour faire un second RAID à la limite. C'est ce qu'on va faire, je pense. Donc disque dur de 60, oui on va le reprendre encore une fois sur le disque dur de 60, allez hop. Donc à moins que j'ai un autre disque dur de 60, je me rappelle plus, mais il me semble que non. Non, j'ai pas d'autre disque dur de 60. Donc on va prendre ça, on va prendre ceci, on va faire créer une nouvelle partition. On va mettre combien j'ai de mémoire? Oui, bon, on va mettre 8 aussi. 8 gigaoctets, tac. Primaire aussi, début, voilà. Et ce sera un swap. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le swap, en fait, c'est quand il n'y a plus assez de mémoire vive dans l'ordinateur, eh bien, ça en transfère une partie sur le disque dur. Ça s'appelle du swap. Et sous Windows, c'est un fichier qui se retrouve partitionné un peu partout dans le disque dur, c'est pas une bonne chose. Et bien sous Linux, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une partition, donc du coup ce sera jamais fragmenté. Donc fin du paramétrage de cette partition, il faut pas oublier de la faire par contre cette partition, parce que sinon eh bien on se retrouve sans swap du tout. C'est un petit peu con, mais bon, c'est pas si important que ça. De toute façon, du swap avec un ordinateur avec une grosse quantité de mémoire vive, c'est pas si utile que ça. Genre par exemple à partir de 8 gigaoctets de mémoire vive, c'est pas si utile que ça. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais voilà, on n'est pas forcément forcé de le faire. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai plein de petits bouts de 40 gigaoctets qui restent dans des disques durs de 80, donc 2 disques durs de 80 donc, eh bien je vais tout simplement faire un deuxième RAID. Donc configurer le RAID avec gestion logicielle une deuxième fois, voilà. Faut-il appliquer les changements? Oui, bien sûr. On attend, ça nous fait une partition ext4, encore une fois. Enfin, c'est parti pour nous formater les partitions, en fait, qu'on vient de créer, et on va en créer une nouvelle. Donc, créer un périphérique multidisque, voilà, on va faire un RAID quoi, maintenant on a 2 trucs, bon, on peut en faire un RAID 1 pour avoir une sauvegarde. Un RAID 1, pour information, c'est pas comme le RAID 0, ça prend pas tous les petits morceaux, et ça en fait un gros volume. Le RAID 1, en fait, ça prend un truc,
et ça le copie sur le deuxième. Comme ça, on met ces données importantes dedans, et il y a moins de risques qu'elles soient perdues. Ça n'empêche pas de faire de vraies sauvegardes, par contre, hein. Mais malgré tout, c'est pas mal. Donc, est-ce que je fais un RAID 0 de 80 gigaoctets ou un RAID 1 de 40 gigaoctets? Oh, bah voilà, hein. Si j'en avais eu 3, j'aurais pu faire un RAID 5. Ça permet de faire un RAID de 80 gigaoctets avec 120 gigaoctets. Donc, tu as en gros 3 disques de 40 gigaoctets, et au final, ça te fait un disque de 80 gigaoctets. Mais s'il y en a un qui grille, eh ben c'est pas grave, ça permet de reconstituer le disque manquant avec les 2 disques restants, et peu importe lequel soit grillé, hein, de toute façon. Donc bon, là on en a que 2, donc on peut faire un RAID 0 ou un RAID 1. On va faire un RAID 1, allez, un petit stockage. Donc nombre de périphériques actifs sur l'ensemble du RAID 1. Alors ça, c'est parce qu'un RAID 1, on peut faire plusieurs disques sur le RAID 1, et faire en sorte en fait qu'on ait plusieurs copies en fait. Donc on va mettre 2 disques, et la 3e copie en fait se retrouve en veille en fait pour être moins usée. Donc enfin ça dépend, c'est pas forcément comme ça. Donc bon, 2 périphériques, voilà, on fait continuer. Nombre de périphériques en réserve, voilà, c'est ça, c'est le disque sur lequel ça va recopier à nouveau les données s'il y a un des disques qui grille, automatiquement dès qu'il a détecté qu'il y a un des disques qui grille. Donc on va dire 0 parce qu'on n'en a pas, hein, de toute façon. Donc on fait continuer. Donc maintenant on va prendre quoi? On va prendre les trucs de 40 gigaoctets qui restent. Alors bien entendu les 40, hein, pas le 4 gigaoctets qui reste qu'on a gâché, qu'on s'en fout, c'est pas grave. Donc si j'avais mieux compté, j'aurais fait en sorte que la partition /boot contienne l'intégralité du truc, mais c'est pas bien grave. Donc tab, hop, on fait entrer pour continuer, tac, voilà, voilà, faut-il appliquer les changements? Oui. Ensuite terminer. Alors là, cette étape semble être très très longue, justement parce qu'il est très certainement en train de synchroniser les 2 disques durs, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de faire en sorte que les disques durs contiennent exactement la même chose des 2 côtés. Parce que même quand un disque dur est vide, eh bien, il contient des trucs qu'il y avait avant, parce que ça supprime pas tout. Donc voilà, c'est bon, ça vient de terminer son truc. Donc maintenant, les 2 disques durs contiennent très certainement des 0 dans les 2 partitions du RAID 1, comme ça on est certain que ils sont synchronisés, quoi. Il n'y a pas des vieilles données avant qu'on ait utilisé le disque dur, etc., ce genre de conneries. Donc on attend encore un petit peu. Voilà, c'est enfin fini. Alors ça met très très longtemps, bien entendu, parce que ça a écrit 40 gigaoctets de données sur les 2 disques durs, hein, bien sûr. Donc comme vous voyez, avec 2 fois 40 gigaoctets, on obtient 40 gigaoctets, ça paraît logique, vu que c'est tout simplement un miroir. C'est du RAID 1 et pas du RAID 0, comme vous voyez, c'est bien écrit, hein. Donc on clique là-dessus, on fait utiliser comme... Ah, purée, elle fonctionne mal, ma petite télécommande clavier à la con. Donc, oui, on va aussi faire du ext4, j'ai rien contre le ext4, c'est ce qui est le plus fiable sous Linux jusque-là. Donc, point de montage, bon, on va pas mettre un point de montage spécial, on va lui faire un point qu'on va inventer nous-mêmes, donc slash media, mon clavier est en QWERTY alors que tout est configuré en AZERTY, c'est n'importe quoi. C'est parce que j'ai pas envie d'utiliser ce clavier avec cet ordinateur. Donc /media/stock. Donc on peut les mettre n'importe où, hein, pour information, les partitions, sauf dans des dossiers qui servent déjà à autre chose. Même dans des dossiers qui servent déjà à autre chose d'ailleurs, parce que ça va stocker dans cet endroit-là, à la place, dans une autre partition. Contrairement à Windows, où en gros chaque partition a sa propre racine. Sous Linux, chaque partition a bien entendu sa propre racine. Mais on peut les mettre ailleurs qu'à la racine. Genre par exemple, on peut dire que la partition Home, qui contient les données des utilisateurs, au lieu d'être juste un dossier, ce sera une partition. C'est pour ça que /boot, en fait, on l'a fait dans une partition séparée. Donc voilà, /media/stock, donc voilà, ce sera une partition de stockage que j'appelle /media/stock. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Elle se retrouvera dans ce dossier-là. Donc je fais continuer, donc. Voilà, allez, entrer, s'il veut bien, si mon clavier veut bien. Voilà, voilà. Alors, bloc réservé, ça veut dire le nombre de pourcentage du disque qui sera inaccessible pour faire en sorte qu'il y ait le moins de fragmentation possible. Bon, c'est un truc de stockage. On va être vilain, on va mettre 0%, on va dire qu'on stocke que des très gros fichiers dedans, genre des vidéos ou des trucs comme ça. On peut se permettre de mettre 0% dans ce genre de situation-là, sinon ça va vraiment ralentir le système, un truc de malade. Pour information, tous les systèmes d'exploitation ont ce système-là, hein, de faire en sorte qu'il y ait une partie du disque dur qui soit pas... utilisé exprès pour pas que la fragmentation devienne complètement folle. Là, on peut justement le paramétrer. Donc 0. Donc fin du paramétrage.
Alors là, on est en paramétrage manuel, hein, c'est pour ça que c'est si compliqué. Mais en même temps, si tu fais du RAID, c'est que tu sais comment fonctionne le paramétrage manuel. Ou en tout cas, que tu as envie d'apprendre comment fonctionne le paramétrage manuel. Donc voilà, on a tout fait. Il nous reste plus qu'à vérifier. Donc /boot, / media / stock. Tout est utilisé, sauf cette petite partition de 4 gigaoctets qu'on va sacrifier. Et ensuite, de toute façon, c'est les 4 gigaoctets les plus lents du disque dur, parce que c'est la fin du disque dur. Autant dire que c'est pas une grande perte. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. Ok, j'ai dit entrée. Voilà, bon, mon clavier encore une fois, qui fait des siennes. Faut-il appliquer les changements? Oui. Et maintenant, c'est parti pour l'installation. Alors, à savoir qu'il est 100% possible de créer un RAID 0 après coup, quoi. Faudra le faire en ligne de commande, par contre. Bon, c'est pas particulièrement compliqué, hein, bien sûr, mais bon, en fait, pour utiliser des partitions et pas des disques entiers, on est obligé de le faire en ligne de commande ou avec l'installeur, cet installeur-là. Par contre, si on veut utiliser un disque entier, comme sous Windows en fait, c'est-à-dire, en fait, il n'y a que sous Linux qu'on peut faire des petits bouts de partition comme ça et de faire des raids bizarres, etc., etc. Sous Windows, vous serez obligé, a priori, d'utiliser un disque dur entier pour un raid. Bon, c'est pas forcément totalement vrai ce que je dis, il y a peut-être eu des améliorations depuis, mais il me semble qu'en fait, en gros, si on veut un RAID avec deux partitions de 500 gigaoctets, eh bien, vous allez utiliser deux disques durs de 500 gigaoctets, ou un disque dur de 500 et un disque dur de plus, et ce qu'il y a en plus sera complètement gâché, on pourra rien faire dans ce trou. Alors que le truc qu'il y a de bien, c'est que sous Linux, on peut récupérer ces petits bouts, comme vous avez vu, qui restaient après avoir utilisé les 40 premiers gigaoctets de tous les disques durs. Bon, bah, on va laisser installer ça, et je vous retrouve quand il y aura une intervention humaine demandée. Alors, toute première intervention humaine de l'installation, on nous demande si on veut que les mises à jour se fassent automatiquement ou pas. Alors si on ne les installe pas automatiquement, il y aura bien entendu l'espèce de truc qui vous dira de faire les mises à jour quand elles arriveront d'elles-mêmes, et on pourra bien entendu changer ça après coup. Donc personnellement, pas de mise à jour automatique, c'est pas forcément un problème, hein, laissez ça comme ça. En fait, les mises à jour de sécurité automatique, c'est surtout quand on est sur un serveur, parce que quand on est sur un serveur, il n'y aura pas d'interface graphique pour vous prévenir qu'il y a de nouvelles mises à jour ou ce genre de truc. Là par contre ça peut être une bonne chose, mais sur un PC de bureau, et ça va être un PC de bureau, même si cet installeur permet de choisir entre serveur et PC de bureau, vous allez voir un tout petit peu plus tard. Donc on va dire pas de mise à jour automatique, et on revient un petit peu plus tard quand il nous demandera justement de choisir si on veut un ordinateur de type serveur ou un ordinateur de type de bureau. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà justement ce que je vous disais juste avant. Donc on a ici Ubuntu serveur là qu'on peut choisir, et ensuite on peut choisir les types de serveurs que l'on veut. Et si on veut pas un serveur, eh bien on choisit Kubuntu desktop si on veut KDE, Lubuntu desktop si on veut Lubuntu, c'est-à-dire LXDE. Ensuite il y a plusieurs types de machins chouettes. Il y a le bureau GNOME, le bureau Mate, c'est-à-dire celui qu'il y a à l'intérieur de Linux Mint, et le bureau Ubuntu classique avec l'interface Unity, et bien entendu Xubuntu avec XFCE. Donc moi je vais choisir Ubuntu classique parce que je suis habitué à ça. Bon après j'aime bien aussi Lubuntu avec LXDE, j'aime bien les trucs bien rétro et compagnie. XFCE je suis pas très fan parce que je trouve que c'est comme LXDE, c'est-à-dire c'est comme Lubuntu, sauf que c'est un peu moins léger, donc je comprends pas très bien l'intérêt de tout ça, et ça n'apporte rien de plus à ma connaissance. Enfin en tout cas personnellement moi ça m'apporte rien de plus. Et KDE, alors là personnellement je trouve que c'est vraiment, bon, ça dépend des distributions, mais sous Ubuntu c'est pas très bien optimisé. Par contre je sais que sur OpenSUSE, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, comme l'alcool, mais bon bref, peu importe. Eh bien voilà, donc si on veut juste Ubuntu Desktop, comme ça l'aurait installé avec le CD d'installation classique, eh bien on choisit Ubuntu Desktop comme je l'ai fait, on appuie sur Tab pour venir au petit bouton continuer qui est en dessous, et ensuite on appuie sur Entrée, j'ai dit voilà, et ensuite c'est parti. Normalement il ne devrait plus y avoir besoin d'intervention humaine avant la toute fin de l'installation.
Alors nous voilà à la dernière étape. Alors je sais pas si c'est un bug de cette version d'Ubuntu, la 15.10, mais en gros quand on veut installer le secteur d'amorçage, c'est-à-dire le truc qui fait démarrer le système d'exploitation, et s'il y en a plusieurs permet de choisir entre les systèmes d'exploitation, eh bien ce truc-là bizarrement s'installe sur la clé USB parce qu'elle est détectée comme disque dur numéro 1. Alors c'est un peu con, donc ce qu'on va faire c'est que je vous conseille de faire oui à la limite si ce que je vais faire à l'instant ne marche pas, comme ça vous démarrez sur la clé USB et ensuite vous l'installez manuellement via le terminal. Je vous montrerai comment faire si ça marche pas, mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire non et on va voir si ça nous donne d'autres options pour pouvoir choisir manuellement où on veut. Donc on va faire non et là ça me dit le système gna 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 blablabla, qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, donc visiblement il faut qu'on tape soi-même où on veut le mettre si on n'est pas content sur ce qu'il fait automatiquement. Donc /dev /sdb, vu que B c'est le deuxième disque dur et que A en fait c'est la clé USB. Donc sdb, mais attention, je crois qu'on peut faire plus complexe en fait. Si je me souviens bien, comment on fait ça? Parce que là j'ai un clavier qui est complètement foireux. Alors, oups, je crois que j'ai trouvé la touche. Donc, hop, voilà. Donc, attendez, c'est pas ce que je cherche. Voilà. Oh, mais non! Voilà, c'est bon. Donc, on va dire que l'on veut sur B, c'est où, virgule? Oh, mon Dieu, virgule. Voilà, B, C, D, F, G, H, donc on va compter, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, il en reste encore un, H et G, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, nous avons nos 8 disques durs, il faut que je ferme, il faut que je trouve maintenant la touche qui me permet de fermer les crochets, oh, c'est raté, et elle est où? Non! C'est bon, j'ai trouvé comment fermer les crochets avec mon clavier bizarre. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon clavier bizarre. Je sais pas si vous le verrez bien, mais en gros, ouais, non, vous le voyez pas bien. C'est une sorte de clavier où toutes les touches, enfin, aucune touche n'est au bon endroit, donc tant pis. Donc voilà, maintenant, je fais tab, je fais continuer. Logiquement, ça devrait mettre sur tous les disques durs Grub, enfin, c'est-à-dire le secteur d'amorçage sera sur tous les disques durs. Donc peu importe sur lequel il démarre, il démarrera forcément sur un qui marche. Donc, enfin, on va voir hein, si ça marche comme ça, mais je suppose, il me semble me souvenir qu'on pouvait faire ça. Donc je fais continuer. Voilà. Donc ouais, a priori ça devrait fonctionner. Voilà, alors ça semble bon. Maintenant c'est en train de faire update Grub, c'est-à-dire en gros de générer le menu. S'il y a plusieurs systèmes d'exploitation, il fait un petit menu, donc hop. Et même s'il n'y a pas plusieurs systèmes d'exploitation, il fait un petit menu quand même. Maintenant, il crée les utilisateurs et il me demande encore quelques derniers trucs. Alors, est-ce que l'horloge universelle est en UTC? On s'en fout, on fait oui. Même si elle l'est pas, c'est pas grave, on peut régler l'heure après. Installation terminée, donc continuer. Et normalement, c'est bon. Dès que l'ordinateur se met à rebooter, voilà, dès maintenant, on peut enlever la clé USB. Et voilà, donc c'est en train de booter avec mes innombrables disques durs. Et bon, la durée de boot n'a pas l'air d'être révolutionnaire, mais en même temps c'est normal. Hein. Je rappelle que nous avons à prendre en compte les latences de un de ces disques durs et quand même un vieux 40 gigaoctets en IDE. Donc ça doit être lui qui doit, on va dire, baisser les performances d'un peu tout le reste. Donc rapidement, tapons le mot de passe que j'avais mis dedans, pouf, voilà. Donc on attend un petit peu que ça charge le bureau. Pour information, c'est déjà très lent avec un seul de ces disques durs, hein. C'est pas le RAID qui rend le truc plus lent, et c'est le premier démarrage, donc ça génère les différents dossiers de configuration. Donc c'est un peu plus long, et c'est normal, et ça nous dit l'aide du démarrage. Donc maintenant, ploup, et on est parti pour voir la vitesse que va nous donner ce RAID, tous ces disques durs. Donc le RAID 0, on clique dessus, on clique ici, test de performance du disque, voilà, lancer le test de performance, en espérant qu'il fonctionne, parce que ça fonctionne pas forcément toujours, ça. Donc on décoche en écriture, parce qu'on peut pas quand c'est le disque qu'on utilise actuellement, bien sûr. On s'authentifie,
Et voici les performances. Donc, les performances sont bon, assez hésitantes, mais elles sont quand même bien meilleures que je le pensais, parce que je m'attendais à ce que l'on soit très très loin du maximum théorique, et le maximum théorique, c'est 240. Comme vous l'avez vu, on a quelques petits pics qui ont été jusqu'à 240. Et en temps d'accès, nous sommes à moins de 20 millisecondes, donc c'est-à-dire mieux qu'un disque dur relativement récent, en fait. J'ai un disque dur de 320 gigaoctets qui date de 2006 et qui a 25 millisecondes en temps d'accès et qui fait en vitesse de lecture à peu près en moyenne 120 mégaoctets. Donc nous sommes avec un disque dur qui fait la même taille, 320 gigaoctets aussi, et qui nous fait mieux en vitesse de lecture et qui a des temps d'accès qui sont considérablement meilleurs. Bon au final, j'ai recyclé 8 disques durs complètement inutilisables, comme vous le voyez, 40, 40, 40, 40... Putain, mais il y a combien de 40 là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 40, 1, 60 et 2, 80, que des disques durs auxquels j'aurais pu... Attends, on va faire un test du meilleur de ces disques durs, et le meilleur de ces disques durs en termes de vitesse, c'est le 80 gigaoctets de chez Seagate ici, donc test de performance du disque aussi, et vous allez voir la vitesse du disque seul, donc hop, tac, et donc là ça nous fait 75 mégaoctets par seconde, et en temps d'accès, on verra bien ce que ça donne. Donc 75, ouais, ça baisse, parce que plus on va vers la fin du disque dur, et plus c'est lent, bien sûr. J'aurais dû faire seulement la partition de 40 Go du début, parce que il n'y a que ça qui est pris en compte dans le RAID. On va le faire d'ailleurs après, et vous allez voir, oui, les temps d'accès sont pas terribles en fait. Ce qu'il y a de bien avec le RAID, c'est que ça permet d'utiliser plein de petites partitions qui sont au début du disque dur, donc la partie du disque dur avec les meilleurs temps d'accès, avec les meilleurs débits, et d'en faire un gros qui serait beaucoup plus rapide. En fait, ça baisse les latences, le RAID 0, si c'est un bon RAID 0, c'est-à-dire le RAID 0 super optimisé qu'il y a dans Linux, eh bien, il est capable de baisser les latences plutôt que de les monter, malgré qu'il y ait une interprétation logicielle qui s'intercale entre les deux. Donc voilà, vous voyez 60 MO par seconde, 25 millisecondes, donc on va juste utiliser cette partition-là, vu que c'est la partition qui est utilisée pour le RAID, hop, on va faire ceci, et normalement les performances du RAID, c'est le disque dur le plus lent, fois le nombre de disques durs en fait. Donc, et pour les latences, ça par contre c'est un peu plus difficile à calculer, étant donné que là c'est un peu difficile. En fait, pour les latences, là il est handicapé par les disques durs de 40 gigaoctets, parce que les disques durs de 40 gigaoctets, quand on arrive à la fin de la partition, on arrive à la fin du disque dur. Et vous voyez que malgré tout, ça permet quand même d'avoir de meilleures latences, parce que je suis sûr que le disque dur le plus lent a des latences absolument affreuses. On va voir ça plus tard, mais en prendre un petit bout par disque dur, ça permet... Vous voyez, donc là nous avons des latences qui ont l'air d'être dans les 19 à peu près, ouais, donc 19 millisecondes à peu près, et 70 mégaoctets pour le disque dur le plus rapide dans ces 40 premiers gigaoctets. Donc ce disque dur là, je suis pratiquement certain, oui je suis certain que c'est le disque dur en IDE parallèle ATA, donc hop, on va voir ça tout de suite, lançons le test, donc on enlève bien entendu l'écriture, on y va, et maintenant, donc nous avons 60 MO par seconde. Au final, c'est peut-être pas le plus lent. En fait, le plus lent, ça se trouve, c'est les disques durs de 2,5 pouces, qui sont pourtant beaucoup plus récents, qui sont dans les PlayStation 3. Ils sont très 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 lents, ces trucs-là. Donc, voilà, nous avons 50 ou un bon petit pic, une petite latence plus longue sur ce coup-là, a priori. Et bon, vous voyez que les latences sont assez mauvaises aussi. Donc, voilà, enfin, assez mauvaises. Elles sont des latences de disques durs d'époque. Et plus les latences sont hautes, et plus c'est ça qui fait chier lors des chargements de programmes ou de temps du démarrage de l'ordinateur ou ce genre de truc. Et donc réussir à les baisser un petit peu, c'est toujours une très bonne chose. Et augmenter le débit aussi permet de compenser un petit peu des latences un peu pourries. Donc on va prendre... ah tiens, il y a un 40 gigaoctets aussi de Seagate. Un 40 gigaoctets donc de Seagate en Serial ATA, mais 3,5 pouces, donc lui il doit être bien crado, on va voir ça tout de suite.
Donc, ah ouais, non, lui, si ça se trouve, c'est lui le plus lent. Regardez, 42 mégaoctets par seconde. Donc, ouais, ça c'est dégueulasse. On va même pas regarder les latences. On va regarder juste si l'Hitachi de 40 gigaoctets de la PlayStation 3 est encore pire que ça. Je ne me rappelle plus. Donc, a priori, si je me souviens bien, il est à peu près dans les mêmes eaux, en fait. Donc, regardons. Ah, il me redemande à nouveau le mot de passe parce que ça fait un moment que je bricole, là. Ouais, c'est ça, il est à peu près dans les mêmes eaux. Il est à peine plus rapide, mais regardez-moi ce graphique dégueulasse qu'il me fait avec des grosses dents de scie. Il y a ma télé qui fait de l'épilepsie là sur ce coup-là parce que je suppose qu'elle aime pas tellement cette résolution. Faut dire que cette télé a toujours eu du mal avec plein de résolutions différentes. Elle aime que 3 résolutions sur tout ce qui existe, donc elle est un petit peu chiante. Elle est tout le temps en train de nous mettre du hors standard, du pas de synchro ou je sais pas quoi. C'est une casse-pied cette télé. Ah oui, j'aurais dû mettre faire en sorte qu'il y ait l'auto-login en fait. Le truc pour que ça parte direct sur l'utilisateur. Donc voilà, c'était sûrement un peu plus court qu'avant. Maintenant on va réessayer Firefox. Donc là, voilà, oui, c'est correct. Voilà, c'est tout à fait correct aussi. Et donc maintenant la Logitech, qu'est-ce que ça donne quand elle n'est pas en RAM? C'est pour ça que j'ai fait un redémarrage. Eh bien voilà, c'est convenable. En fait, voilà, on dirait un disque dur moyen de 2005. Voilà, enfin de 2005, 2006, voire 2008 si on n'a eu pas de chance, si on n'a pas eu de chance quand on a acheté son disque dur. Et bah, ça marche tout à fait convenablement. En fait, ça marche beaucoup mieux qu'un seul de ces disques durs séparément. Après, je sais pas si ça marche mieux que si on en avait que 4 sur les 8. Ça, j'en ai absolument aucune idée. Mais très franchement, je m'attendais à bien pire que ça. Je m'attendais à ce que ça soit plus lent qu'un seul. Et au final, malgré qu'il y ait 2 contrôleurs Serialata et IDE différents, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le même contrôleur qui gère tous les disques durs, il y en a un qui gère un Serialata et le IDE, et l'autre qui gère tous les autres, le contrôleur Intel de la carte mère, malgré que la carte mère ait, je crois que c'est 6 ports utilisés en même temps, mais en même temps, hein, c'est-à-dire de manière synchrone, quoi, les 6 en même temps, c'est ça le principe du RAID, eh bien ça ne bouchonne pas trop, vu qu'on a une... voilà, donc non, bah c'est... Alors que c'est pourtant juste un... Voilà, c'est une carte mère, c'est pas du truc de serveur, ça, c'est une carte mère grand public. Donc très franchement, bravo, quoi, ça marche très très bien. C'est là où on voit que le RAID de Linux est vraiment fait pour être utilisé, et pas juste pour faire joujou, parce que franchement, il offre des performances qui sont très très proches d'un RAID matériel, surtout en RAID 0 et en RAID 1, c'est carrément mieux que le RAID matériel, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de traitement à faire sur les données avant de les écrire, quoi. Il n'y a pratiquement rien, quoi. Alors que par contre, si on met en RAID 5 ou des trucs comme ça, qui sont des RAID plus compliqués parce que ça doit calculer la parité, ce genre de trucs, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en gros ça doit calculer ce que... Bon, c'est compliqué, donc renseignez-vous sur Wikipédia parce que j'ai plus le temps. Et donc, qu'est-ce que je disais oui, bah voilà, donc ça doit faire des calculs et tout ça. Là, du RAID matériel serait beaucoup plus performant. Malgré tout, ça utilise tout ce qui est disponible dans le processeur, genre par exemple si on a un processeur avec l'AVX2 ou des trucs comme ça, les tout derniers processeurs, eh bien ça booste énormément la vitesse de ce type de RAID, ce qui veut dire qu'en fait on arrive encore une fois très proche d'un RAID matériel, quoi. Le RAID 1 matériel, de toute façon, ne sert plus à rien, ainsi que le RAID 0 matériel. Je veux dire, le RAID logiciel est tout aussi bon. Surtout que le truc qui est bien avec le RAID logiciel, c'est que peu importe le Linux que vous utilisez, ce sera compréhensible par Linux. Il n'y a pas les pilotes à la con qui viennent quelque part, ou un protocole propriétaire, ou ce genre de truc. Non, vous le mettez sur un autre ordinateur, vous mettez les disques durs ensemble, c'est-à-dire vous avez 3 disques durs qui étaient en RAID 0, vous les prenez tous les 3, vous les branchez tous les 3 en même temps sur un même ordinateur sous Linux, sur un autre ordinateur donc, et logiquement, vous pouvez lire le contenu sans trop de difficultés. Alors il semblerait que j'ai énormément sous-estimé mon RAID parce que au final nous sommes pas très loin des performances d'un disque dur actuel 3,5 pouces, seul certes, mais actuel 3,5 pouces que l'on peut trouver genre 2 téraoctets de chez Seagate, un Barracuda par exemple, les derniers Barracuda quoi. Eh bien franchement on est dans des niveaux qui sont très similaires en fait. Bon, on est un petit peu en dessous, il y a des latences un petit peu plus longues dans certaines circonstances, etc. Et aussi un autre truc que j'ai vu, c'est que les performances sont meilleures maintenant que quand j'étais en train de tester ça pour la première fois en vidéo,
parce que ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vu que 3 de ces vieux disques durs, les plus vieux en fait, avaient un paramètre acoustique qui était modifié, en fait, qui était paramétré à comment ils appellent ça, quiet, vous savez, c'est-à-dire en fait silencieux, voilà. C'est-à-dire qu'en fait le déplacement de la tête de lecture, vous savez, ça racasse un peu, ça fait ce qu'on appelle gratter quand on parle d'informatique, on va dire de manière un peu vulgaire. Eh bien, en réalité, le truc, c'est qu'il était mis de telle manière qu'on entende le moins possible la tête. Au final, même avec le mode où ça fait du bruit, en fait, même avec ce mode-là, ces disques durs sont relativement peu bruyants. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé ce mode silencieux, et d'un coup, les latences sont devenues bien meilleures. Le débit est resté le même, mais parce que le débit séquentiel, ça n'a pas de rapport avec le déplacement de la tête. C'est un déplacement très lent qui fait pas de bruit, donc du coup, voilà, ça fait pas partie des optimisations. Mais les latences ont énormément baissé en faisant ça sur les vieux disques durs, ce qui fait qu'au final, eh bien, ça a permis d'augmenter les performances, ça a permis aussi d'augmenter un tout petit peu le débit, parce que le débit en question, avec le test que je fais, en fait il teste 10 mégaoctets quelque part, puis il va à 10% du disque dur, il reteste 10 mégaoctets, etc. Donc il y a du séquentiel, mais c'est du petit séquentiel avec des cycles de temps en temps, donc ça a quand même un rapport avec les latences. Donc bon ben voilà, je pense que j'ai fini à propos de ça. On va se quitter donc maintenant tout simplement en regardant l'ordinateur booter à partir du 0, enfin à partir de 0. Bon voilà, juste en bonus, hein, je vais vous quitter maintenant. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et on va juste regarder l'ordinateur booter avec ses petites lumières et tout ça de façade.